Bonjour à tous et toutes et merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de cette discussion, cette conférence entre parlementaires de France, de Royaume-Uni et d'Israël sur la problématique de la colonisation des territoires palestiniens. Je suis Danielle Obono, députée de Paris, membre du groupe de la France Insoumise, et je vais animer cette discussion avec l'ensemble des participants et participantes présents et présentes. Je vais vous présenter donc les différents intervenants et intervenantes qui prendront la parole. Ensuite, on aura un petit temps d'échange avant leurs remarques conclusives. Donc, j'ai le très grand plaisir d'introduire Avraham Berg, qui est ancien président de la Knesset, de l'Assemblée nationale israélienne, qui a été donc, notamment, entre autres choses, initiateur en mars 2021 d'un appel de parlementaires européens et européennes contre la colonisation. Nous avons également, avec un très grand plaisir, Aïda Touman Sliman, qui est députée israélienne de la coalition Hadash, militante, féministe, notamment fondatrice de l'association Women Against Violence, qui interviendra ensuite. Et avec nous, mes collègues parlementaires françaises, Esther Benbassa, sénatrice de Paris, et Elsa Fossillon, députée PCF du 92 des Hauts-de-Seine. Et nous serons rejoints par plusieurs autres parlementaires qui interviendront dans la suite, à la suite des remarques introductives de nos deux invités, à qui je laisse dès maintenant la parole. Si vous voulez bien, on peut commencer par Monsieur Berg, et vous avez la parole, et ensuite Madame Thomas Liman, on vous écoutera avec attention. Merci à tous et à toutes. Plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je peux bavarder en français, mais c'est difficile pour moi d'avoir une discussion politique comme ça en anglais. Si vous comprenez, c'est pour moi. Alors, merci. Thank you very much, Aida. I'm very happy to meet you. Merci beaucoup, Aïda. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Esther aussi, Elsa et les autres aussi. Je suis très heureux de vous rencontrer pour la première fois. Je suis très heureux. J'espère qu'on se reverra. Il y a un livre écrit par un Palestinien avec la nationalité israélienne, l'optimiste. L'obsémiste plutôt. C'est un livre fantastique, c'est très triste. Il porte sur la réalité des Israélo-Palestiniens, des Palestiniens avec la nationalité israélienne, pessimiste, optimiste, et il passe d'une humeur à l'autre. Donc, quand on me demande si je suis optimiste ou pessimiste, je dis je suis un Milchabébi. C'est trop compliqué en fait. Netanyahou n'est plus là. Donc je peux dire que ce n'est pas le gouvernement de mes rêves, mais le cauchemar est enfin terminé. Ce n'est pas ce que je souhaite, ce n'est pas ce que je veux. Et j'ai l'impression que Aïda non plus. Ce n'est pas la première fois et pas la dernière fois que nous votons pour le même parti, le même ensemble de valeurs et d'idéologies. Mais de manière générale, c'est toujours mieux que ce que nous avions avec Netanyahou. C'est une certitude. Et donc, il y a un nouveau gouvernement. Peut-on espérer, peut-on avoir la place pour de nouvelles évolutions? Je suis dans une certaine mesure pessimiste. D'une part, j'espère, je suis confiant qu'autant que ce gouvernement soit au pouvoir, il n'y aura pas de grave détérioration de la situation. En effet, la présence d'une composante arabe au sein du gouvernement surprenante pourrait bloquer certaines détériorations potentielles. En outre,
il n'y aura pas de percée de l'autre côté pour une solution vers une réconciliation plus globale parce que le gouvernement se compose également d'éléments conservateurs de droite. Donc, c'est une composante arabe au gouvernement pour la première fois de l'histoire de l'État israélien et un gouvernement avec des composantes de droite, ce sera plus ou moins un meilleur statu quo si ça existe. Avec un meilleur statu quo, il demeure une question. De quoi parlons-nous? D'aucuns ont l'impression que la solution des deux États, une formule magnifique, est un produit que l'on peut trouver au rayon ou au supermarché. Le seul produit du supermarché qui n'a pas de date d'expiration. Un produit qui sera là à jamais. Peu importe quand vous venez au magasin, quand vous le voulez, vous pouvez le prendre du rayon et vous pouvez immédiatement exécuter la solution des deux États. Malheureusement, les faits sur le terrain ne sont pas là, principalement côté israélien. La présence de plus en plus étendue de l'occupation via des colonies de peuplement, via d'infrastructures, la discrimination, des systèmes parallèles, renforce encore et encore la dominance d'une composante, la composante juive israélienne, qui n'est pas prête à abandonner les supraprivilèges pour parvenir à une réalité plus égale. D'autre part, moins autonomisée, moins émancipée, mais toujours explicite, la faiblesse du système palestinien, tant à Ramallah, et un autre alternatif à Gaza rend le rêve ou la notion de la bonne idée juste de la solution des deux États très lointain. Et pour certains, une idée qui s'estompe. Si demain, Avrom, on me dit « je suis Deus ex machina », on peut le faire. Il suffit de le faire, abracadabra, hocus pocus, vous avez la solution des deux États. Je l'embrasserai à bras-le-corps, mais je ne vois pas que cela advient. Et donc, je voudrais recadrer le discours public. Je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, septembre 2021, je ne crois pas que la discussion porte entre la solution des deux États et la solution à un État. Non. À l'heure actuelle, la solution des deux États n'est peut-être pas encore morte, mais se trouve en soins intensifs. Elle ne fonctionne pas vraiment. Ce n'est pas une option. Et la discussion, c'est de quoi parle-t-on avec la solution à un État? Aujourd'hui, il y a une formule à un État. Un État qui est la seule puissance politique entre la Jordanie et la Méditerranée. C'est un État avec deux régimes, à savoir l'État d'Israël. Les deux régimes, les voici. Un régime plein de privilèges pour les Juifs et un régime plein de discrimination pour plusieurs réalités existentielles des Palestiniens. Discrimination complète des Palestiniens en Cisjordanie. Discrimination partielle des Palestiniens de Jérusalem-Est et cela discrimine généreusement les Palestiniens dotés de la nationalité israélienne. Plusieurs types de discrimination, mais il y a une certitude. Il n'y a pas un Palestinien entre le Jourdain et la Méditerranée qui a les mêmes droits et les mêmes privilèges que moi en tant que juif. Et donc, la réalité, la réelle politique contemporaine, c'est un État de régime. Et je crois que la manière de le défaire n'est pas de continuer à dire deux États, deux États, deux États. Pour le moment, ce n'est pas faisable. C'est plutôt de proposer une autre formule à un État. Et maintenant, il faudra une compétition entre un État et deux régimes et un État et un principe. Quel est ce principe? Entre le Jourdain
le Jourdain et la Méditerranée, chaque individu et par conséquent chaque communauté est dotée des mêmes droits. C'est la base. Une fois que vous en disposez, tout le reste de la population peut être différent, mais plus compréhensible. Et on me dit dans la salle, c'est impossible. On dit, c'est vrai, la solution des deux États est possible, comme si quelque chose qui est tout à fait très très possible, et j'arrive avec un concept qui est complètement impossible. J'estime que le concept que je mets en avant, que chaque individu entre le Jourdain et la Méditerranée aurait les droits d'avoir les mêmes droits, par conséquent, chaque communauté ont des droits, cela a du potentiel que les autres n'ont pas. Le voici, ce potentiel. Israël, malheureusement, est bien habitué à utiliser le pouvoir. Et c'est ce qu'il faut faire, le pouvoir ou la violence, lorsque le pouvoir ou la violence est exercée contre lui. Davantage de pouvoir ne déférera pas, ne vaincra pas l'Israël puissant. Ce à quoi Israël n'est pas habitué, c'est la désobéissance civile non violente. Et je peux vous montrer dans l'histoire encore et encore. Lorsque l'on a proposé du pacifisme au système politique israélien, il n'a pas su comment y réagir. Ce que j'ai à dire, c'est ceci. Ne comptez plus les États, un État, deux États, 5 États. Ce n'est pas ce que je compte les droits. Quand on aura une masse critique de Palestiniens en Palestine, d'Israéliens juifs et d'origine palestinienne en Israël, qui diront une personne, une voix, nous aurons le droit de déterminer démocratiquement ce qui façonne notre vie. Ce sera le début de la fin. Si Israël affirme être la seule démocratie au Moyen-Orient, la démocratie, c'est beaucoup de choses. Notamment, moi, en tant qu'individu, je suis à même de voter pour ceux qui façonnent ma vie. Le fait que des millions de personnes soient privées de leurs droits à voter en faveur de ceux qui légifèrent et façonnent leur vie, cela démontre que cette démocratie est très limitée, handicapée. Israël dit que c'est la seule démocratie au Moyen-Orient, pas de problème. Moi, à Ramallah, je veux voter à Jérusalem parce que vous légiférez pour moi. Moi, à Gaza, je veux voter à Jérusalem parce que vous légiférez pour moi. Alors, il y aura deux solutions. Soit Israël dira non, non. La dernière chose dont on aura besoin, c'est que des millions de Palestiniens voteront la Knesset. Et alors, là, on dira, prenez les deux États pour ne pas être de notre État. Ou bien Israël dira, entre le Jourdain et la Méditerranée, une réalité politique démocratique. Donc, en résumé, je dirais que la situation n'est pas très optimiste. Le potentiel est considérable une fois qu'une autre brèche sera utilisée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abraham. Je pense que c'est une introduction qui appelle beaucoup de réactions. Je vais laisser la parole à Aïda Touman-Slimane. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir demandé de participer à cette discussion avec ces gens magnifiques pour pouvoir écouter leurs contributions. J'ai écouté avec grande attention Avrom. Ça fait partie des discussions qui vont bon train chez nous. En vérité, vous n'étiez pas très optimiste, vous étiez plutôt optimiste et je vous envie.
Je sais que les politiciens doivent toujours faire preuve d'optimisme parce qu'ils apportent des solutions aux problèmes des gens. Mais en vérité, je vous dirais que ces jours, quand on me demande comment ça va, quelle est la situation, eh bien, je réponds que je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Me demande-t-on. Je ne sais pas, réponds-je. En effet, des sentiments partagés extrêmes peuvent être ressentis. On peut voir que l'on entre dans une nouvelle ère où l'on arrive à une situation où l'on peut obtenir le régime que l'on souhaite, ou que l'on peut promouvoir les idéaux, les valeurs qui sont importantes pour nous. Et d'autre part, vous comprenez que la situation est si compliquée qu'elle peut se détériorer en un jour et que l'on peut se retrouver dans une situation bien différente. Alors, de manière générale, je ne suis pas très porté à l'optimisme en tant que personne. Et à vrai dire, je crois que les réalités que nous vivons me donnent le luxe d'être très souvent pessimiste. Mais oui, c'est vrai, un nouveau gouvernement a été composé, a été formé en Israël. Et si l'on me demande le bon côté de ce gouvernement, il sera difficile de trouver plus que deux éléments. Un, Netanyahou se retrouve dans l'opposition. Et il n'a pas disparu, d'ailleurs. Il est toujours bien là. Alors, ces politiques, ces traditions sont toujours bien là au Parlement. Et ça, je le regrette. Même si Netanyahou n'est plus à la tête du gouvernement. Mais c'est un nouveau gouvernement qui a promis un changement, au-delà d'un changement de personne. Mais il n'avait pas de vision pour un véritable changement. C'est vrai, nous n'écoutons plus l'incitation au quotidien. Et ce gouvernement, d'après moi, est encore plus dangereux à certains égards. Et je vais peut-être vous dire pourquoi. Tout d'abord, ce gouvernement a légitimé la composition entre ce que l'on appelle le centre et la gauche sioniste en Israël. Il a légitimisé aussi les partis d'extrême droite. Et ces partis se sont rejoints au sein d'un même gouvernement. Cela a rendu acceptable que des personnes comme Bennett, qui présidait le Conseil des colonies de peuplement et qui promeut toujours l'idéologie de la terre d'Israël pour créer un grand Israël. Tout cela est toujours bien là, dans son cœur, dans son esprit, dans ses actes. Ce que je ne pardonnerai jamais à ce gouvernement, c'est que cette formation le centre et les partis de gauche sionistes ont abandonné une règle essentielle, à savoir parler, au moins parler de la colonisation et des colonies de peuplement. Et à mon sens, cette mission a été laissée à une gauche plus authentique, qui s'est réduite. En effet,
un de nos partenaires dans la gauche conjointe, la gauche unie, a rejoint le gouvernement. Pourquoi dis-je cela? Eh bien, parce que l'extrême droite, la droite plutôt, à mon sens, même si c'est un partenaire plus petit au sein de ce gouvernement, mène ce gouvernement et continue ce qu'ils appellent. Je me souviens d'avoir eu une conversation avec Yair Lapid pour composer le gouvernement, et je lui demandais quelle est la position de ce gouvernement sur les Palestiniens pour la fin de l'occupation. Et il a dit clairement, écoutez, avec ce genre de partenaire, bon, il faut se débarrasser de Netanyahou, tout le monde le disait, mais avec de tels partenaires, nous ne sommes pas en mesure de promouvoir quoi que ce soit qui soit lié à la fin de l'occupation. Nous devrions préserver le statu quo. Selon moi, il n'y a rien que l'on puisse appeler préserver le statu quo. Préserver le statu quo, c'est agrandir les colonies de peuplement. Préserver le statu quo, c'est légiférer davantage dans le sens d'un apartheid. Le statu quo, c'est plus de 50 personnes qui sont tuées par l'occupation, par les forces d'occupation en Cisjordanie, depuis l'élection de ce gouvernement. Le statu quo, c'est des colonies de peuplement qui avancent vers la mosquée d'Al-Aqsa. Et ils prient de manière très ouverte pour froisser tous les musulmans et tous les Palestiniens sur le terrain. Avant, c'était moins marqué. Voilà pourquoi je suis plus inquiète de la direction de la tournure que prennent les choses. Je sais que ce dont nous avons besoin ici, c'est de raviver la lutte contre l'occupation continue. Aujourd'hui, Israël est un état d'apartheid, qu'on le veuille ou non. Qui a trois types de relations entre les résidents ou les citoyens au sein des frontières israéliennes. Il y a les Juifs, les citoyens palestiniens d'Israël, et puis les Palestiniens, les Jérusalemites, et puis il y a la question des personnes du plateau du Golan, qui sont des Syriens. Donc il y a 4 ou 5 groupes différents qui vivent dans la même entité politique avec des systèmes juridiques différents, avec des relations différentes avec l'État. Alors, tout le monde dit que la solution des deux États échoue. Et comment peut-on dire échec, s'estomper, devenir de plus en plus compliqué? C'est vrai, je suis d'accord, mais un échec, nous ne l'avons jamais tenté. Nous ne l'avons même jamais tenté. Comment peut-on parler d'échec? Je sais que les discussions à l'heure actuelle sont en cours entre des intellectuels des deux camps, israéliens et palestiniens. Mais je me demande que ceux qui ont des privilèges, qui pensent pratiquer leur droit à l'autodétermination, à établir leur État national, je ne sais pas si ces personnes sont en mesure de comprendre que les Palestiniens ne veulent pas abandonner ce privilège.
les Palestiniens, en tout cas, il y a une différence entre ce que les gens veulent et ce qu'ils acceptent compte tenu de la réalité politique. Dire, très bien, vous ne nous laissez pas avoir notre État, entamons une lutte pour un homme ou une femme, une voix. Du point de vue palestinien, en ce compris du mien, même si je suis citoyenne israélienne, c'est abandonner la lutte de libération face à l'occupation imposée par un régime d'apartheid d'une situation où les Palestiniens sont privés du minimum de droits, de mouvement, de la vie en fait. Il n'y a même pas d'entité politique. Mais on ne parle même pas de ça. Ici, on parle du droit à la vie, tout simplement. Je ne crois pas que les Palestiniens veulent abandonner cela. Et je voudrais rappeler quelque chose. J'ai été élu avec ce slogan « Un homme, une femme, une voix ». C'est comme ça que je suis arrivé au Parlement. Est-ce que pour cela, je suis égal? Non. Non, non, tout le monde le sait, n'est-ce pas? 74 années de démocratie et la seule démocratie au Moyen-Orient ne m'a pas donné un droit égal en tant que citoyenne d'Israël. Étant donné ce déséquilibre des pouvoirs entre Palestiniens et l'État d'Israël, comment peut-on renverser la vapeur, cette équation pour qu'Israël accepte? Alors l'idée selon laquelle, eh bien oui, il faudrait donner le droit de vote pour renverser la vapeur et faire peur au gouvernement israélien, bien non, je ne suis pas sûr que cela soit correct. Parce que d'habitude, toute tentative visant à entamer une lutte pour avoir une citoyenneté pleine et entière sur un pied d'égalité sans privilège pour qui que ce soit, y compris pour les Juifs et surtout pour les Juifs d'Israël, s'est avéré, eh bien, confronté à beaucoup d'hostilité. Un exemple. Il y avait des documents sur une vision sur l'avenir, des documents écrits par un groupe d'intellectuels et des citoyens palestiniens en Israël, et moi-même, j'ai porté ma pierre à l'édifice à ce document, eh bien, on expliquait qu'on voulait endosser notre responsabilité de citoyen, endosser notre citoyenneté en vue d'aborder le régime, l'ordre en Israël pour accoucher d'une véritable démocratie. Et à mes yeux, la situation s'est détériorée depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Et la communauté palestinienne en Israël, aujourd'hui, s'entend moins bien avec l'État d'Israël. Alors, je ne dis pas que j'abandonne. Je pense avant tout que nous devons avoir à l'esprit les décideurs qui peuvent prendre des décisions en vue de mettre un terme à l'occupation. Et pour moi, ce sont les Palestiniens qui devraient pouvoir tirer les ficelles puisqu'on parle de leurs droits. Ils devraient pouvoir avoir le droit de décider. Ensuite, je pense qu'on doit entamer une réflexion. Préserver le statu quo, cela veut dire que l'occupation perdure. Or, il y a un besoin. La communauté internationale doit agir. Elle doit passer à l'action parce que la situation en Israël vire de plus en plus à un régime d'apartheid et
il y a pléthore de facettes de cet État qui témoignent du fait qu'on parle d'un État d'apartheid. Alors, vous savez, moi, ici, le gouvernement d'Israël a cette vision, la terre d'Israël, du Jourdain à la Méditerranée, mais en réalité, cela engendre ce bébé que moi j'appelle apartheid. La communauté internationale doit être plus active. Je regrette, quand bien même je comprends que vous ayez d'autres chats à fouetter, mais je regrette que la communauté internationale n'agisse pas. Et partant, je pense que les citoyens doivent mettre leurs dirigeants sous pression pour que les autorités israéliennes soient mises sous pression également et rendent des comptes. N'oubliez pas qu'il n'y a pas eu de véritable changement dans ce pays. Il y a eu, oui, des changements de personnes, un jeu de chaises musicales, mais pas de véritable changement. Et si ce gouvernement se dit être le gouvernement du changement, eh bien alors prenons-le au pied de la lettre et qu'il travaille d'arrache-pied pour faire changer les choses. Je crains en outre que la présence d'un parti arabe au sein du gouvernement soit utilisée en vue de vendre ce gouvernement au monde, en vue de vendre un réel changement, en vue de vendre un soi-disant gouvernement digne de ce nom. Et puis, le Parti travailliste et d'autres ont du mal à perdurer cette lutte. Et pourtant, on risque de perdre cette fenêtre d'opportunité qui s'ouvre à nous aujourd'hui. Et donc, si on ne pousse pas aujourd'hui, l'on finira in fine par être confronté à cette situation. Alors, d'aucuns disent qu'il n'y a plus de solution à deux États. Il y a certains groupes qui parlent d'une patrie, de deux États sans frontières, etc. Il y a ce courant idéologique. D'après moi, alors dites peut-être que je suis folle ou dites peut-être que je suis optimiste, mais je ne vois pas pourquoi l'on ne pourrait pas. Vous pensez que je suis folle, c'est ça que vous dites. Hein? Je vous vois avec votre pouce en l'air. Moi, je pense qu'il y a cette petite possibilité d'une solution à deux États. Lorsqu'on dit qu'il n'y a plus de possibilité pour une solution à deux États, eh bien, on le dit parce qu'il y a ces colonies. Et aussi parce qu'on ne voit pas vraiment comment on peut résoudre ce problème. Et si on ne voit pas comment on peut résoudre ce problème, eh bien, cela veut dire qu'on accepte les crimes, qu'on accepte les crimes parce que ces colonies sont criminelles. On parle de crimes de guerre, cela veut dire qu'on accepte. Cela veut dire qu'alors nous sommes prêts à vivre avec ces crimes, à les légaliser et partant à changer notre façon de voir un dénouement se profiler à l'horizon. Moi, je ne peux pas accepter ça. Alors oui, bien entendu, il y aura un prix à payer parce que des crimes ont été commis. Et les citoyens sont des citoyens. Tout le monde n'est pas raciste ou tout le monde n'a pas une idéologie, mais il faut que, en effet, les citoyens juifs endossent leurs responsabilités aussi. Mais on ne peut pas continuer comme ça à priver les gens de leurs droits à utiliser leurs ressources naturelles à tout va, et ce depuis plus de 55 ans, sans que quelqu'un paye les pots cassés. À la suite de toute occupation aux quatre coins du monde, il y a eu des répercussions. Et donc, je pense qu'il est temps de lutter et pas tant d'abandonner. Et c'est pourquoi
il nous faut la communauté internationale qui commence également à lutter avec nous, car malheureusement, ici, ce gouvernement ne fait que resserrer la vis sur les personnes actives qui luttent contre l'oppression. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Aïda, pour cette intervention. Et, je vais tout de suite laisser C'est mon tour. je vais laisser la parole à Elsa. Merci beaucoup et merci. C'est mon tour. Je vais laisser la parole à Elsa. Merci beaucoup et merci de ces deux premières interventions, parce que c'est vrai que les dernières élections israéliennes et ce nouveau gouvernement restent assez obscurs, je dois le dire, pour la parlementaire française que je suis. Et je suis ravie d'avoir quelques éclairages politiques, divers d'ailleurs, hein, de votre part, mais c'est extrêmement important pour comprendre les choses. J'ai le sentiment aussi, à l'écoute de vos deux interventions, qu'il y a au moins une chose importante qui nous lie, c'est qu'on a le pessimisme de la raison, mais l'optimisme de la volonté. Et ça a l'air assez fort, en tout cas entre nous. C'est vrai qu'il y a peu d'éléments, en tout cas, qui pourraient nous amener à être optimisme par raison. Moi, j'en ai un, c'est qu'en ce moment, dans la ville où je vis et dans la ville où je suis élue, j'ai des jeunes femmes du centre Al-Boustan, du quartier de Silouane, qui sont présentes pour un échange social et culturel. Et effectivement, le fait de pouvoir échanger, de construire la suite avec elles et d'entendre parler des résistances aussi à Jérusalem-Est, et de voir combien eh bien, les mobilisations qui sont en cours font jaillir aussi un profond sentiment de révolte, et on sent que cette révolte est éminemment présente dans les mobilisations qui ont lieu depuis plusieurs mois dans Jérusalem-Est. Peut-être, vu la discussion, je me dis que c'est peut-être bien de tenter en quelques minutes de faire un petit point aussi de ce que sont les mobilisations en France. Mobilisation, évidemment, pour tenter de faire infléchir considérablement la voix de la France, pour qu'elle agisse contre l'impunité d'Israël, qu'elle nomme les choses. Moi, je suis d'accord, je pense qu'il faut parler de régime d'apartheid, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas un mot utilisé par le gouvernement français, tout comme il y a aujourd'hui... on voit même à quel point la colonisation est un sujet extrêmement peu abordé par le gouvernement français, alors même que lors d'un rendez-vous pas si vieux au Quai d'Orsay, je ne citerai pas le nom de la personne que j'ai rencontrée là-bas, mais j'ai entendu cette formule disant le poison, c'est la colonisation. Et je crois que nous sommes nombreux et nombreuses à partager ça, mais on voit que ce n'est pas un vocabulaire, un vocable utilisé par le gouvernement français. Donc il y a cette chose, il y a évidemment comment on organise la mobilisation pour faire fléchir, permettre aussi une mobilisation en France qui ne soit pas renvoyée aux marges de la République. Ça, c'est important parce que pour celles et ceux qui suivent le contexte français, eh bien, aujourd'hui, il y a une tentative de renvoyer toutes celles et ceux qui militent contre les discriminations, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour une république pleine et effective, sont renvoyés par le gouvernement français qui glisse ses pas dans ceux de l'extrême droite, aux marges de la République. On a même un qualificatif aujourd'hui qui nous est accolé, qui est ceux de... Nous sommes qualifiés d'une gauche islamo-gauchiste, après avoir été appelée la gauche des judéo-bolcheviques. C'est aussi une manière, et c'est très illustratif aussi pour notre bataille pour la Palestine, qui tente aussi de ramener la bataille pour le droit du peuple palestinien, pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, à une lutte religieuse, et uniquement une lutte religieuse. Et donc, il nous faut évidemment pouvoir sortir de ça. C'est une bataille politique en elle-même, et on voit combien c'est rendu compliqué parce qu'y compris de manière très concrète, eh bien, les dernières mobilisations, les dernières manifestations
pour la Palestine, pour le droit du peuple palestinien, eh bien, était interdite en France par le ministre de l'Intérieur, au motif qu'il pourrait y avoir en son sein eh bien, des slogans antisémites. Donc, à chaque fois aujourd'hui, en tout cas, il y a une ritournelle, une musique qui tourne depuis quelques années maintenant en France, eh bien, pour assimiler celles et ceux qui se battent pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, pour le droit du peuple palestinien à disposer d'un État, eh bien, d'être taxé d'antisémitisme. Donc, on a y compris cette lutte-là à mener pour permettre, dans un pays où, de longue date, il y a un peuple, je dirais, très favorable à une solution à deux États, à une paix, est très en soutien au peuple palestinien, et eh bien, à pouvoir l'exprimer aussi politiquement. Et il y a une bataille, alors j'ai vu que Bertrand Heilbronn s'est connecté, donc il pourra aussi, je pense, en parler. La bataille aussi liée à BDS et aux sanctions des produits issus des colonies. Donc là, ils ont une première victoire, c'est de permettre maintenant que l'initiative citoyenne, qui devra être signée par 1 million d'Européens, puisse permettre qu'au sein de l'espace commercial de l'Union européenne, eh bien, les produits issus des colonies, de toutes les colonies, mais des colonies, soient interdits dans cet espace commercial. Donc, ça va être une bataille à mener dans les prochains mois, mais qui peut être effectivement une bataille citoyenne qui permet largement de s'investir. Je ne veux pas être trop longue, d'abord parce que je m'en excuse, mais je vais devoir partir. Et puis, je sais que Esther pourra détailler aussi ce qu'est ce contexte en France. Mais je dois le dire, pour poursuivre le débat qu'il y a sur un État, deux États. C'est une des discussions que nous avons aussi, évidemment, en France. Et puis, j'essaye d'être très en écoute aussi de la jeunesse palestinienne qui se mobilise et qui, évidemment, est une jeunesse qui a acté l'échec d'Oslo. Et qui a une forme de rage tout à fait légitime, qui, y compris, conteste aujourd'hui de manière importante l'autorité palestinienne et de manière que je juge légitime aussi à la contester, et qui, évidemment, n'est parfois pas sur cette idée deux États, un État. Bon, voilà. Moi, en tout cas, en tant que parlementaire française, je le dis comme aujourd'hui, qu'il y a un régime d'apartheid, qu'il y a des crimes commis, qu'il y a les colonies, la colonisation qui continue, de parler de solution à deux États maintenant, bon, évidemment, peu de chances d'être effectif, mais que ça doit rester un objectif et que donc je continue de le porter, mais que d'abord, il y a cette lutte pour cesser l'impunité d'Israël et que ça fait partie des combats. Et une inquiétude, certainement pour ajouter au pessimisme ambiant, moi, en tout cas, je fais le constat que sur les dernières années, la voix de la France n'est pas simplement en sourdine sur la question palestinienne, mais qu'elle est en train de prendre un virage inquiétant lors des dernières mobilisations et événements dramatiques à Sheikh Jarrah. On a vu combien le gouvernement français tentait de renvoyer dos à dos Israël-Palestine, tentant de montrer simplement un conflit et absolument pas de mettre en avant les crimes, la colonisation, le régime d'apartheid. Tout ça étaient des mots gommés. Et donc, il y a même plus, je trouve, aujourd'hui, dans le discours, mais aussi dans les actes, la volonté de faire entendre une parole forte de la France et d'agir au sein de l'Europe. Donc, ça doit faire partie, évidemment, en France, en tant que militant, en tant qu'élu, des mobilisations à venir, d'autant que en 2022, Emmanuel Macron sera président de l'Union européenne. Et donc, par exemple, pour l'initiative citoyenne dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il faut pouvoir peser. Je ne sais pas si c'est illusoire ou pas, mais pour qu'Emmanuel Macron puisse aussi porter cette initiative-là au sein de l'Union européenne. Je m'arrête, Daniel, pour respecter à peu près le temps de parole et vraiment, je m'excuse de devoir partir et de vous quitter. Merci beaucoup, Elsa, de ta contribution et
bonsoir à toutes et à tous. Cette rencontre est très intéressante. On a des voix différentes et ça nous apporte quand même pas mal d'éléments de réflexion. Et Daniel, merci pour l'organisation de cette, disons, rencontre. Et voilà, maintenant, à l'ère de l'Internet, rencontrer les gens de cette manière-là, c'est déjà pas mal. Ça nous donne de l'espoir sur le Covid. Nous continuons à discuter et à échanger. Moi, je vais être un peu pessimiste comme vous toutes et tous. D'abord, très brièvement, vous voyez en France, aujourd'hui, notre président de la République ne s'exprimera pas sur cette question et qui risque d'irriter une partie même mineure de la population. Il y a le départ de Merkel, une Europe actuellement déstabilisée par l'état de santé, et les communautés juives d'Europe qui, face à la montée, l'antisémitisme monte depuis longtemps, et ce n'est pas nouveau. Mais actuellement, on voit qu'il y a disons, une résurgence, et on voit un peu dans les manifestations anti-vax, on voit toutes ces pancartes, et aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à ce que la communauté juive, la plus grande en Europe, elle se trouve en France, puisse intervenir pour faire changer quoi que ce soit. Donc, pour le président de la République en France, il vaut mieux ne pas parler de cette question irritante. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a aussi parmi les soutiens de la cause palestinienne, même si c'est minoritaire, il y a quand même aussi des slogans, des points de vue parfois qui frisent l'antisémitisme, ceux qui n'encouragent pas les Juifs de France. Je ne parle pas au nom de tous les Juifs de France, mais la majorité des Juifs de France craignent que cet antisémitisme soit encore plus important. Enfin, même si c'est minoritaire, c'est quand même, et vu l'état d'esprit actuellement, c'est un problème. Et il faut parler aussi, n'est-ce pas, de Biden aux États-Unis. Il n'a pas du tout mis en question par rapport à son prédécesseur. Pas question, il n'a pas été question de la création d'un État palestinien occupation. En revanche, il y a un effort important, un plan de développement de la Cisjordanie et de Gaza qui sont en ébauche, un développement économique, et Mahmoud Abbas, qui est aujourd'hui très affaibli et impopulaire, il peut abandonner la revendication historique des Palestiniens, d'un État palestinien, la création d'un État palestinien, et opter pour ce développement, se faire acheter par Israël. D'ailleurs, il y a un très bon article qui est sorti aujourd'hui, je crois, je l'ai lu, je crois, aujourd'hui, de René Bachmann sur cette question. On voit un changement de discours quand même du régime à Ramallah. Et n'oublions pas non plus les accords conclus à l'initiative de Trump entre Israël et le Soudan, le Maroc, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Et ensuite, Biden n'a pas du tout désavoué ces accords. Israël appartient désormais au bloc des alliés locaux des États-Unis contre l'Iran. Du moins, quand je dis locaux, j'entends les États du Moyen-Orient. Isolement de la Palestine, voilà, ça va de soi. Aucune grande puissance aujourd'hui ne considère
le sujet de l'État palestinien, d'un futur État palestinien, comme un sujet primordial. Le nouveau régime en Israël n'est pas différent de celui de Netanyahou. L'armée et les colons n'ont pas du tout changé de comportement. Depuis le début de l'année, 57 Palestiniens, dont 12 enfants, ont été tués par balle par l'armée israélienne. 600 démolitions de bâtiments palestiniens en 9 mois et 300 attaques de colons. Je suppose, d'après ce que je lis aussi, je ne vis pas en Israël, mais le projet israélien est de réduire l'intensité du conflit plutôt que de le résoudre. Alors, c'est, disons, une nouvelle orientation, n'est-ce pas, et prônée par le philosophe Goodman, etc., en Israël, et piège dans lequel va tomber probablement Abbas et son entourage, à savoir l'incitation économique, surtout dans la zone A, dans les enclaves de la zone A en Palestine, enfin les enclaves de la Cisjordanie, qui constituent 18% du territoire, qui est sous contrôle administratif et sécuritaire palestinien. Divers mécanismes destinés à renforcer l'autogouvernement des Palestiniens va être mis en place. Ça ressemble à cela, enfin, quand on lit la presse israélienne aussi, donner aux Palestiniens le sentiment de gouverner leurs propres affaires. Donc l'État palestinien, on verra ça une autre fois, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas la question principale. Il peut y avoir un arrangement de nouvelles options pour l'avenir, comme par exemple une confédération avec la Jordanie. Même les habitants de Gaza vont bénéficier de mesures qui sont destinées à faciliter leur vie quotidienne, par exemple le dessalement de l'eau de mer, plus de lignes électriques, livraison de plus de gaz, etc. Donc, tout cela risque de ne pas laisser indifférent le régime de Ramallah. Et il y a un accord avec le Qatar pour acheminer l'aide financière. Alors, l'engagement palestinien devrait être le calme, de longue durée, fin de l'envoi de roquettes par le Hamas, arrêt des infiltrations de groupes armés, coopération sécuritaire avec l'autorité de Ramallah, soumission aux exigences israéliennes. Plutôt que la négociation diplomatique, qui était, disons, le mode de fonctionnement jusqu'à maintenant, et on va probablement aller vers disons, ce soutien économique qui pourrait changer la donne. D'ailleurs, une génération politique autour d'Abbas, convaincue qu'il n'y aura jamais d'État, pourrait accepter ce compromis. D'ailleurs, on remarque des changements d'affectation de hauts fonctionnaires palestiniens qui ont encore gardé, disons, leur idéologie, à savoir leur loyauté à cette idée de fondation d'un État palestinien. C'est clairement un changement auquel s'attellent certains dirigeants palestiniens aujourd'hui. Et donc, la création de l'État palestinien pourrait reculer de plus en plus cette idée et laisser la place à ces pourparlers économiques
en gros, le dirigeant palestinien pourrait se laisser tenter et être acheté par Israël. Écoutez, d'ailleurs, je vous convie à lire cet article de René Bachmann qui est vraiment qui donne pas mal d'éléments sur cet aspect des choses et j'y adhère. Et c'est pour cela que je suis en même temps d'accord avec celles et ceux qui ont parlé, qui sont intervenus là. Mais en même temps, je me dis que ce gouvernement n'est pas différent de celui de Netanyahou, mais son mode de fonctionnement, là, concernant la question palestinienne, relève plutôt d'une démarche soft qui va endormir les gens. Et puis, on passera à autre chose. En tout cas, je crois que jamais l'idée d'un État palestinien n'a été aussi loin, que ce soit un État comme Abraham a expliqué, ou un seul État avec deux gouvernances, etc. Moi, je ne suis pas optimiste là-dessus, mais voilà mon point de vue et voilà. Bon, peut-être vous avez bien sûr des questions à poser après. En tout cas, c'est c'est un peu mon orientation. Je vous ai dit, cet article que j'ai lu aussi m'a réconforté dans ma façon de voir les choses, qui n'est qu'une vision parmi d'autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Esther, pour ton témoignage et ton engagement également dans cette lutte internationale pour une paix juste.